Bonjour. Un nombre croissant de législateurs prévoit de s'opposer aux résultats du collège électoral. Le Congrès se réunira demain pour compter les voix. Le leader républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, déclare qu'il soutient la démarche visant à contester les résultats du collège électoral. Il a déclaré à The Hill « Je pense qu'il est juste que nous ayons ce débat. De quelle autre façon pouvons-nous changer les problèmes électoraux ?» Un certain nombre de députés et de sénateurs ont confirmé qu'ils s'opposeront aux listes des grands électeurs lors de la session conjointe du Congrès ce mercredi. Le représentant Mo Brooks conduit ce mouvement au sein de l'Assemblée. Il est maintenant épaulé par des membres éminents de la Chambre des représentants comme Jim Jordan et des dizaines d'autres. Le député Adam Kinzinger et le chef de cabinet de la Maison-Blanche Mark Meadows estiment tous deux que plus de 100 membres de la Chambre soutiendront la démarche. Le sénateur Josh Hawley a été le premier sénateur à se lancer dans ce défi et le sénateur Ted Cruz est à la tête d'un groupe qui s'opposera également si aucune enquête électorale n'est menée en urgence. Les objections formulées par écrit doivent être soutenues par au moins un membre de chaque chambre. Cela déclencherait un débat de 2 heures et un vote dans chaque chambre. Pour que l'objection soit retenue, les deux chambres doivent l'accepter par un vote à la majorité simple. Cela pourrait annuler les votes électoraux d'un État ou les faire passer à l'autre candidat. Certains membres du Congrès disent qu'ils sont contre cette initiative, parmi eux le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, qui avait auparavant exhorté les républicains du Sénat à ne pas contester les votes. La présidente de la conférence républicaine de la Chambre des représentants, Liz Cheney, s'y oppose aussi et affirme que cela jetterait le doute sur le système électoral américain. Le vice-président Mike Pence soutient les efforts et il souhaite que les preuves des irrégularités et des fraudes électorales soient présentées au Congrès lors de cette session. Un appel téléphonique qui a fait l'objet d'une fuite suscite la controverse. Il s'agit d'une conversation entre le président Trump et le principal responsable des élections en Géorgie. Voici ce qu'ils se sont réellement dit au téléphone. La campagne Trump réagit à la fuite téléphonique de dimanche dernier. Jason Miller, le conseiller principal de la campagne, a tweeté « Et l'enregistrement complet montrera que le secrétaire d'État de Géorgie est toujours un bidouilleur et que Trump a raison dans ses critiques du terrible travail de Raffensperger. » Miller faisait référence à la fuite d'un appel téléphonique entre le président Trump et le principal responsable des élections en Géorgie, Brad Raffensperger, dans laquelle Trump a d'abord passé en revue certaines allégations de fraude électorale en Géorgie. C'est dans les 50 000. Et ce sont les gens qui sont allés voter et on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas voter parce qu'ils avaient déjà été votés. Et c'est une chose très triste. Il a également évoqué le problème des électeurs non inscrits sur les listes. 4 502 ont voté. Mais ils n'étaient pas inscrits sur les listes électorales alors qu'ils devaient l'être. Et au sujet des allégations de vote des personnes décédées, les morts ont donc voté, et je pense que le nombre est proche de 5 000 personnes. Trump a également énuméré d'autres plaintes concernant des anomalies comme le double vote et le fait que des votes en sa faveur aient été détruits. Biden a remporté la Géorgie avec une marge très mince, près de 13 000 voix. Et ce que Trump a fait remarquer, c'est que le total de tous ces votes potentiellement frauduleux qu'il a présentés dépasse le nombre de voix d'avance. Plus tard, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, a également pris la parole. Monsieur le secrétaire, j'espérais que dans un esprit de coopération et de compromis, nous pourrions au moins avoir une discussion pour examiner certaines de ces allégations afin de trouver une voie moins litigieuse. Ce à quoi Raffensperger a répondu « Président Trump, nous avons eu plusieurs procès et nous avons dû répondre devant la Cour aux procès et aux contestations. Nous ne sommes pas d'accord sur le fait que vous avez gagné. » Raffensperger a ajouté qu'il avait des données différentes sur les votes des personnes décédées. Le nombre réel était de deux personnes décédées qui ont voté. Raffensperger a réagi lundi à l'appel téléphonique. Il a affirmé que Trump recherchait des atouts, mais que les données dont il disposait étaient erronées. En outre, 2 démocrates de la Chambre des représentants demandent instamment au FBI d'ouvrir une enquête criminelle sur Trump. Ils prétendent que Trump aurait menacé Raffensperger de renverser le résultat des élections en Géorgie. Le président Trump présente une nouvelle analyse faisant état de près de 300 000 votes en excès dans les États décisifs. Voici les détails.
Le président Trump a tweeté un lien vers la nouvelle étude de l'économiste John Lott sur la fraude électorale. Il écrit 11 350 votes par correspondance pour Trump en moins en Géorgie et 289 000 votes excédentaires frauduleux en Géorgie, Arizona, Michigan, Nevada, Pennsylvanie et Wisconsin. L'étude compare les circonscriptions contestées à des circonscriptions similaires ne faisant l'objet d'aucune allégation de fraude. Elle indique que dans les circonscriptions où il y a des soupçons de fraude, la proportion de votes par correspondance de Trump a diminué, même lorsque les parts de vote en personne pour Trump étaient similaires à celles des comtés voisins. Selon le chercheur, il est suspect de voir ce changement uniquement avec les votes par correspondance et seulement dans la circonscription voisine. Selon Lott, la meilleure estimation montre une baisse inhabituelle de 7,81% de la part de vote par correspondance pour Trump pour le seul comté de Fulton, soit 11 350 votes, ce qui représente 80% des voix d'avance de Biden en Géorgie. Les estimations de Lott montrent aussi entre 70 000 et 79 000 votes excédentaires en Géorgie et en Pennsylvanie. Avec les 4 autres États, le total s'élève à 289 000 voix excédentaires. Selon ces estimations, la fraude électorale pourrait expliquer la victoire de Biden en Géorgie et en Pennsylvanie. Les responsables des élections et le ministère de la Justice ont toujours rejeté les allégations de fraude. Selon une porte-parole du candidat démocrate Joe Biden, le comptage des votes électoraux n'est qu'une formalité. L'attaché de presse de la Maison-Blanche choisi par Biden, Jen Psaki, a déclaré que Biden prêtera serment, ajoutant, je cite, « quelles que soient les pitreries qui seront faites le 6 janvier », en se référant à la session conjointe du Congrès pour le décompte des votes électoraux. Une quinzaine de membres républicains du Congrès prévoient de s'opposer aux votes électoraux pendant la session. Le sénateur Josh Hawley est le premier membre à s'être engagé à s'y opposer. Les objections d'au moins un législateur de chaque chambre déclencheront un débat et un vote. La cyberattaque sans précédent contre les agences gouvernementales américaines signalée le mois dernier a probablement commencé avant le printemps dernier. C'est ce qu'a déclaré un sénateur américain œuvrant dans le domaine de la cybersécurité. Le piratage des agences gouvernementales américaines prétendument attribuées à la Russie pourrait avoir commencé avant le printemps dernier. C'est ce qu'a déclaré le démocrate Mark Warner, vice-président de la commission du renseignement du Sénat le 31 décembre. L'attaque, révélée début décembre seulement, a utilisé la société technologique américaine SolarWinds comme tremplin pour pénétrer les réseaux gouvernementaux pendant des mois, ainsi que les infrastructures sensibles des entreprises privées. Une fois à l'intérieur, les pirates ont pu surveiller les courriels internes de certaines des principales agences fédérales, dont le Trésor. Warner a déclaré à Reuters qu'il n'y avait aucune preuve que des secrets gouvernementaux classés soient compromis, mais que des enquêtes étaient en cours. Nous continuons à obtenir des informations de sources confidentielles et je consulte des personnes du secteur privé. Je pense que l'on peut dire sans risque de se tromper que la chasse aux informations a peut-être commencé avant mars ou avril. Et que l'infiltration initiale a peut-être commencé plus tôt. Mais la période de collecte a commencé dans l'année 2020. De hauts fonctionnaires et des législateurs américains ont accusé la Russie d'être derrière l'attaque, une accusation que le Kremlin nie. Le président américain Donald Trump a quant à lui suggéré que la Chine pourrait être responsable. Quel que soit l'acteur à blâmer, Warner a déclaré que les défaillances du droit américain et international rendent plus difficile la recherche et la lutte contre les atteintes à la sécurité. La Californie s'efforce de détecter et de contenir le variant hautement infectieux du virus du PCC découvert à l'origine en Grande-Bretagne. Le gouverneur Gavin Newsom a annoncé mercredi dernier la présence de la mutation en Californie. Le nouveau variant a été détecté chez un patient du sud de la Californie qui n'avait pas d'antécédent de voyage connu, ce qui suggère qu'il se propage à l'intérieur d'un groupe. Un jour plus tôt, le premier cas américain connu a été identifié dans le Colorado. Toutefois, lors d'un briefing en ligne, le spécialiste des maladies infectieuses Anthony Fauci a déclaré que ce nouveau variant de virus n'est pas plus mortel que le précédent. Rien ne laisse supposer qu'il soit plus virulent, et par virulent, j'entends la capacité à vous rendre malade ou à vous tuer. Il ne semble pas être plus fort à cet égard. En outre, il ne semble pas échapper à la protection offerte par les anticorps induits par les vaccins. L'émergence de ce nouveau variant du virus aux États-Unis rend le déploiement des vaccins d'autant plus crucial. Des milliers de travailleurs de première ligne ont déjà été vaccinés en Californie, y compris des pompiers ambulanciers. Les habitants de la Californie sont invités à respecter les restrictions jusqu'à ce que ce soit leur tour de se faire vacciner. Une grande partie de l'État est sous le coup d'un confinement pour une durée indéterminée qui a été renouvelée mardi.
Avec la baisse des températures et l'augmentation des cas de virus, certaines régions des États-Unis envisagent un nouveau confinement, mais certains responsables des États et du gouvernement veulent maintenir les écoles ouvertes. Avec un nouveau rebond du virus et un nouveau variant qui aurait traversé l'Atlantique, certains États américains envisagent de fermer les écoles. Le 27 décembre, 150 000 nouveaux cas de contamination ont été rapportés. Certains États ont dépassé le demi-million d'infections pendant les vacances. Certains responsables affirment toutefois que les écoles devraient rester ouvertes. À New York, le gouverneur Andrew Cuomo affirme que les écoles sont presque sans exception plus sûres que les communautés locales en termes de taux d'infection. Ce n'est pas ce qu'on nous disait au début. Certains experts avaient déclaré « Les écoles sont comme des rassemblements de masse, et si vous réunissez beaucoup d'élèves, il va y avoir une propagation. » Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce que racontent les faits. D'après les faits, les écoles suivent les règles et les protocoles. Il note également que les taux de positivité dans les écoles ont tendance à être plus faibles que dans les communautés locales. L'amiral Brett Giroir, secrétaire adjoint à la santé, déclare que non seulement les enfants doivent être scolarisés, mais qu'ils doivent aussi l'être avant même d'être vaccinés. Il a déclaré qu'il est vital pour leur santé d'être physiquement présents à l'école le plus tôt possible. Il a également déclaré que si la propagation du virus du PCC dans la collectivité diminue après la période de Noël, il sera encore plus sûr pour les enfants de retourner à l'école. Le président Trump a signé un décret le 28 décembre pour élargir le choix des familles en matière de scolarité. Le président affirme que la pandémie a mis les élèves à rude épreuve et que ce décret vise à atténuer une partie de ce problème. L'ordonnance accorde des bourses d'apprentissage d'urgence aux familles défavorisées qui n'ont pas accès aux cours en présentiel. Les familles peuvent choisir l'utilisation des fonds parmi une série de services, notamment l'école privée, l'enseignement à domicile, les modules d'apprentissage, l'éducation spécialisée et le tutorat. Un ancien employé d'Apple accuse l'entreprise de se plier à la censure chinoise. Il affirme avoir subi des préjudices pour s'être exprimé. Un ancien employé d'Apple poursuit le géant de la technologie. Il pense que la société l'a licencié pour avoir approuvé une application critiquant Pékin. L'affaire remonte à 2018. À l'époque, Trieux Pham travaillait pour Apple en tant que critique d'applications en Californie. Son travail principal consistait à accepter ou rejeter les applications en fonction de la politique de l'entreprise. Dans la plainte, Pham prétend qu'il a approuvé une application pour iPhone créée par un dissident chinois, Guo Wengui. L'application publie un contenu critiquant Pékin et Guo lui-même est connu pour accuser de corruption les dirigeants communistes de haut niveau. Il est sur la liste des personnes recherchées par Pékin. Pham affirme qu'après avoir approuvé l'application, le gouvernement chinois a contacté Apple et a demandé à la société de retirer l'application de l'App Store. Apple a alors mené une enquête en interne et a convoqué Pham à une réunion. La plainte indique que les superviseurs d'Apple ont déclaré que l'application dénonce le gouvernement chinois et qu'elle devrait donc être retirée de l'App Store. Pham a fait valoir que l'application n'enfreignait pas la politique de l'entreprise. Elle publie principalement des allégations de corruption contre le régime chinois et devrait rester dans le magasin comme une question de liberté d'expression. Pham a ajouté que retirer l'application sous la pression de la Chine serait céder à la censure. Il affirme que les superviseurs ne peuvent pas justifier le retrait de l'application en se basant sur des critères techniques ou de contenu. Ce n'est pas la première fois qu'Apple est accusé de céder à la censure de la Chine. En 2019, Apple a retiré une application que les manifestants de Hong Kong utilisent pour suivre les activités de la police locale. La société a déclaré avoir retiré l'application parce qu'elle représentait un risque pour la sécurité publique. L'enquête d'une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis a permis de faire une autre découverte. Elle indique que le retrait des applications à la demande des autorités chinoises est une pratique courante pour Apple et sur les plus de 3000 applications qui ont disparu de son magasin d'applications en Chine, près d'un tiers concernent des sujets liés aux droits de l'homme comme les manifestations de Hong Kong. Apple a licencié Pham au début de l'année 2019. La société a déclaré que c'était parce qu'il ne répondait pas aux attentes du poste. Pham pense que cela est dû au fait qu'il a approuvé l'application. Il affirme qu'Apple a fait preuve de discrimination à son égard pour apaiser le gouvernement chinois. La Chine est le troisième marché d'Apple en termes de revenus. Apple n'a pas répondu à notre demande de commentaires et l'avocat de Pham a dit à NTD qu'ils attendent le procès. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.